problèmes de sommeil. Ou alors ça peut être en journée comme ça, juste pour te détendre. Je serais assez curieuse de connaître tes habitudes ASMRistes.
ce secret. Yuki, convaincu d'une coexistence pacifique possible entre humains et vampires, prend son rôle très au sérieux, alors que Zero nourrit une haine féroce contre ceux qu'il voit comme des monstres. Et donc on a ici Yuki, Zero, et là c'est Kaname. Et comme à chaque fois, dans tous les mangas, les films, les séries, tout, mon personnage préféré est un personnage secondaire, donc forcément on ne le voit pas beaucoup. Donc je vais essayer de le retrouver et en même temps ça fera du turning page. D'ailleurs, il me semble que l'animé est disponible sur Netflix. Faudrait que je regarde la première saison. Je crois qu'il y a les 2 premières saisons sur Netflix. Je suis même pas sûre que on verra mon personnage préféré dans le premier tome en fait. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Bon. Dommage. En tout cas, si tu connais ce manga, mon personnage préféré c'est Rima avec Shiki. Le couple qui mange des poki. On va rester dans le monde animé avec un DVD qui est de couleur rouge. Et c'est Les Mondes de Ralph. Donc c'est un Disney et j'adore ce Disney, il est trop bien. Si tu aimes les jeux vidéo, il y a plein de références. Et pareil, je vais te lire le synopsis. Dans une salle d'arcade, Ralph Lacasse est le héros mal aimé d'un jeu des années 80. Son rôle est simple, il casse tout. Pourtant, il ne rêve que d'une chose, être aimé de tous. Vanellope von Schweitz, quant à elle, évolue dans un jeu de course fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut, être une erreur de programme, ce qui lui vaut d'être interdite de course et rejetée de tous.
pas plus que ça, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus sur ce produit, mais je vais pouvoir faire du tapping. Petit bruit de bouchon au passage. Il reste 2 déclencheurs. Alors, celui-là est très poussiéreux aussi. Il s'agit d'un plateau. Il me semble que c'est ma maman qui l'avait fabriqué. Et donc il y a des petits cœurs et il est de couleur rouge. Et donc à l'intérieur il y a écrit Michio, Michio, Michio. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais au collège, je devais avoir 13-14 ans. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au Japon, à regarder des mangas, etc. Et il y avait un site lambda, je m'en souviens pas, je sais même pas s'il existe encore, pour savoir quel était ton prénom en japonais. Donc bien évidemment c'est du grand n'importe quoi, ça ne marche pas. Et du coup j'avais écrit mon prénom dans la barre et il me donnait mon prénom, l'équivalent en japonais. Pour avoir fait 3 ans de japonais après à la fac, je vous dis, c'est pas du tout ça. Et donc mon prénom en japonais c'était Michio et mon nom de famille Midorikawa. Michio Midorikawa. Et du coup je l'ai utilisé pour pas mal de réseaux sociaux, enfin pas les réseaux sociaux mais pour il y avait Skyblog à l'époque et pour une adresse mail aussi. Donc une de mes adresses mail c'est Miss Michio. Et en fait on a raccourci ce long prénom comme ça et pour donner Mio. Donc là c'était ceux avec qui je faisais des jeux de rôle. J'ai fait pas mal de jeux de rôle quand j'étais plus jeune sur des mangas justement et après sur plein d'autres choses. Et il y a une des personnes avec qui je jouais qui a trouvé mon surnom du coup au lieu de Michio qui était assez long, Mio. Et depuis c'est resté la preuve, mon personnage dans Animal Crossing depuis que j'ai le jeu, enfin le tout premier opus, donc ça fait pas mal d'années maintenant, c'est Mio. Et voilà, du coup c'est resté. Et bah voilà, c'est la petite explication de pourquoi il y a marqué Michio sur ce plateau en bois qui je pense va faire un très 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 beau son.
du feu et buvait ferme beaucoup de rhum dans peu d'eau. Parfois, il ne répondait pas si on lui adressait la parole, mais levait tout à coup les yeux avec un air farouche et faisait avec son nez un bruit de sirène d'alarme. Comme nous, les gens qui venaient chez nous apprirent bientôt à le laisser tranquille. Chaque jour, il revenait de sa promenade, il demandait si des matelots étaient passés sur le chemin. Au commencement, nous pensions que cette question était motivée par son désir de voir des gens de son espèce, mais nous vîmes bientôt qu'il tenait au contraire à les éviter. Quand, par-ci par-là, quelques marins se rendant à Bristol en suivant la côte s'arrêtaient à l'amiral Benbow, le capitaine l'examinait à travers les rideaux de la porte avant d'entrer dans la salle et restait en sa présence aussi muet qu'une carpe. Pour moi, du moins, il n'y avait pas de secret là-dedans, car je partageais en quelque sorte ses inquiétudes. Un jour, il m'avait en effet pris sa part pour me promettre une pièce de 4 sous le premier de chaque mois si je venais bien veiller au grain, et l'avertir si j'apercevais jamais un matelot avec une jambe de bois. Plus d'une fois par la suite, quand le premier du mois revenait et que je réclamais mon salaire, il se mettait à faire la sirène avec son nez et me forçait à baisser les yeux. Mais avant la fin de la semaine, j'étais sûre qu'il reviendrait à de meilleurs sentiments et m'apporterait ma pièce de 4 sous en me répétant de veiller au grain et de guetter le matelot à une seule jambe. Ce personnage devint alors une hantise pour moi. Je ne puis vous dire à quel point. Dans les nuits de tempête, quand le vent ébranlait les 4 coins de notre maison et que les vagues déferlaient en mugissant le long de la crique et en bondissant par-dessus les rochers, je le voyais m'apparaître sous 1000 formes et avec 1000 expressions diaboliques. Tantôt sa jambe était coupée au genou, tantôt à la hache, et c'était aussi parfois une sorte de monstre qui n'avait jamais eu qu'une jambe placée au milieu du corps. Enfin, dans les plus terribles de mes cauchemars, je le voyais s'élancer après moi dans une folle poursuite à travers les haies et par-dessus les fossés. Je vous assure que je gagnais bien ma pièce mensuelle au prix de ces épouvantables visions, mais la terreur que j'avais de ce matelot n'égalait encore pas celle que le capitaine inspirait à ceux qui l'approchaient. Il y avait des nuits, quand il avait absorbé plus de rhum que sa tête ne pouvait en supporter, où il restait assis sans faire attention à personne, chantant ses vieilles et vilaines chansons de matelot. Et parfois aussi il demandait des vers pour tout le monde et forçait l'assistance tremblante à écouter ses histoires ou à reprendre en chœur ses chansons. Parfois la maison tremblait sous les yo-ho-ho retentissants, tous les voisins se réunissant par crainte pour leur vie et chacun chantant plus fort que l'autre pour éviter des réprimandes. Car dans ses accès, le capitaine était le plus tyrannique des compagnons. Il frappait du poing sur la table pour imposer silence autour de lui, ou bien il entrait dans une colère effroyable pour une question qui lui était faite, ou parce qu'on ne lui en faisait pas, estimant alors que personne n'écoutait son histoire. Il ne permettait pas davantage à qui que ce soit de quitter l'auberge avant que lui-même soit ivre au point d'avoir à peine la force de regagner sa chambre en titubant. Ces histoires étaient justement la cause de la frayeur de ses auditeurs. Elles étaient épouvantables. Il n'y était question que de pendaison, de sauter le pas, de tempêtes sur mer, de spectres, d'exploits sauvages, etc. À l'entendre, on pouvait supposer qu'il avait passé sa vie parmi les pires hommes que Dieu ait jamais laissé naviguer sur la mer, et le langage dont il se servait pour conter ses récits était presque aussi révoltant que le récit lui-même de ses crimes. Mon père disait toujours qu'il serait la cause de notre ruine, parce que les gens cesseraient bientôt de venir se faire tyranniser, réprimander et envoyer au lit, tout tremblant. Mais je crois qu'en réalité, sa présence nous fit du bien. Les gens avaient peur sans doute, mais au fond, ils aimaient cela. C'était un peu d'animation dans leur paisible vie campagnarde, et il y avait même un groupe de jeunes gens qui avaient la prétention de l'admirer, l'appelant un vrai loup de mer, ou vieux marin d'eau salée, et d'autres noms du même genre, ajoutant que seules ces sortes d'hommes rendaient l'Angleterre redoutable sur mer. Il semblait toutefois vouloir nous ruiner d'une autre manière, car il continuait de rester chez nous, les semaines succédant aux semaines, les mois aux mois, sans qu'il pensât à renouveler la provision d'argent qu'il nous avait versée en arrivant, et sans que mon père eût le courage de la lui réclamer. Du reste, mon père s'étant hasardé par la suite à le lui faire remarquer, le capitaine se mit à faire si fort la sirène avec son nez que mon père, croyant entendre un rugissement
voisin, et encore quand il était grisé par le rhum. Quant à son coffre, aucun de nous ne l'avait jamais vu ouvert. Il trouva une fois cependant à qui parler, et ce fut vers la fin de mon pauvre père. Le docteur Livesey était venu un jour assez tard dans l'après-midi voir son malade et avait accepté que ma mère lui servît un léger dîner, après quoi il avait été fumer sa pipe dans la salle, en attendant ce cheval qu'on devait lui amener du hameau voisin, car nous n'avions pas d'écurie dans cet endroit. Je l'y avais suivi et je me rappelle à quel point j'avais été frappée du contraste qui existait entre notre docteur si propre, si bien tenu, la poudre de ses cheveux blanches comme neige, et ses yeux noirs pétillants et ses manières affables et les paysans ignares et surtout notre épouvantail de pirate sale grossier, les yeux chassieux, assis déjà plein de rhum, les bras ballants sur la table. Tout à coup, ce dernier entonna son éternelle chanson. Tout d'abord, j'avais pensé que ce coffre était identique à la grosse boîte en haut de l'escalier devant la chambre du capitaine et je l'avais plus d'une fois réuni de mes cauchemars avec le matelot à une seule jambe. Mais à ce moment, il y avait longtemps que nous ne faisions plus attention à la chanson. Elle n'était donc nouvelle que pour le docteur Livesey, et je remarquai qu'elle lui fit plutôt une mauvaise impression, car il s'arrêta furieux un instant avant de continuer à parler au vieux jardinier Taylor d'un nouveau traitement pour ses rhumatismes. Pendant ce temps, le capitaine, s'excitant peu à peu au son de sa propre musique, s'était mis à frapper sur la table d'une manière que nous connaissions tous pour vouloir imposer le silence. La voix s'était arrêtée comme par enchantement, sauf celle du docteur. Il continua à parler tout haut avec son affabilité ordinaire, tirant une bouffée rapide de sa pipe tous les deux mots. Le capitaine, l'ayant fixé un instant, frappa de nouveau du poing et, le fixant encore, s'écria enfin « Silence là-bas, à l'entrepont !»« Est-ce à moi que vous parlez, monsieur ?» demanda le docteur. Et le coquin ayant répondu affirmativement avec un autre juron. « Je n'ai qu'une chose à vous dire, moi, monsieur, » reprit le docteur, « c'est que si vous continuez à boire du rhum, le monde sera bientôt débarrassé d'un sale vaurien. » Le marin se mit dans une colère épouvantable. Il bondit de sa chaise et, tirant son couteau à cran, il l'ouvrit et menaça le docteur de le clouer à la muraille. Celui-ci, sans s'émouvoir le moindre du monde, lui répondit sans même daigner le regarder en face et du même ton qu'auparavant, ou un peu plus haut peut-être, afin d'être entendu de tout le monde. Si vous ne remettez pas instantanément ce couteau dans votre poche, je vous promets sur mon honneur que vous serez condamné à être pendu aux prochaines assises. Il y eut entre eux un échange de regards belliqueux, mais le capitaine finit par mettre les pouces, rentra son arme et regagna son siège en grognant comme un chien battu. Et maintenant, monsieur, continua le docteur, maintenant que je sais avoir un tel garnement dans mon district, vous pouvez être sûr que j'aurai l'œil sur vous, jour et nuit, et si j'entends la moindre plainte contre vous, ne serait-ce que pour une grossièreté